Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Un titre à la une, ce sont les populations comoriennes qui continuent d'être expulsées de Mayotte. Expulsion qui ne s'explique plus aujourd'hui. Au départ, pour des raisons de titre de séjour, ces Comoriens étaient expulsés, chassés, leurs biens étaient pratiquement arrachés, d'autres des maisons même brûlées, sous le regard malheureux donc des autorités locales. Ce soir, nous essayerons d'en savoir davantage avec une jeune dont les origines se trouvent donc aux Comores, mais qui est en France aujourd'hui. Elle porte le Comore dans son cœur et poussera son cri. Pourquoi il y a cette haine entre Comoriens et Mahorais? Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous serons au Cameroun. Nous irons au Cameroun donc pour parler de le 44e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire de ce pays. Lorsqu'on arpente les rues des grandes villes du Cameroun, lors de cette occasion, on voit les populations vêtues aux couleurs du parti au pouvoir, à savoir le RDPC, qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au point où on s'interroge si cette fête s'apparente simplement à une occasion, une de plus, de manger et de boire à bouge que veux-tu. On essaiera de comprendre donc avec nos invités de ce soir qui sont déjà bien installés. On va tout de suite à Lille où se trouve donc Marianne, Simon et Canet. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, très bien. Vous êtes membre du bureau politique du Manidem, entendu, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et de la démocratie, le Manidem. Dites-nous, lorsqu'on regarde le Cameroun, est-ce qu'on peut quand même reconnaître que c'est l'un des pays en Afrique où le multipartisme est une réalité? À votre avis, c'est une question. Le multipartisme de façade. C'est bien d'avoir des partis satellitaires autour du parti au pouvoir, des partis qui ne sont que des excroissances du parti au pouvoir. Si vous parlez de démocratie dans ce sens, de multipartisme, oui, mais ce sont des excroissances du parti au pouvoir. Selon vous, donc, les partis d'opposition qui sont aujourd'hui en place au Cameroun sont les excroissances du parti au pouvoir. Et dans ce studio, la 91.5 de Radio Pluriel, c'est un membre du parti au pouvoir au Cameroun. Il est le secrétaire général de la sous-section RDPC de Lyon. Il s'agit de monsieur Zébrian. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, vous? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio. C'est vrai qu'il n'est pas évident d'avoir un membre de ce parti à Lyon. On a plusieurs fois essayé d'avoir le président, probablement pour un calendrier, un agenda assez chargé. On n'a pas pu l'avoir et vous avez accepté notre invitation. On espère qu'avec vous, on essaiera de comprendre pourquoi ce sentiment d'oligarchie. Quand on regarde le Cameroun, on a le sentiment que votre parti, celui que vous représentez aujourd'hui, effectivement, a confisqué le pouvoir au Cameroun. Monsieur Brianzé, honnêtement, est-ce que, à votre avis, on peut parler des multipartismes au Cameroun? Je vous remercie de m'avoir invité, monsieur Juvénal Noël. Le Cameroun est une démocratie. Et ça, cela va sans dire, de par la multitude de partis d'opposition qui existent et qui sont créés au Cameroun, qui vivent, qui ont des statuts, nous ne pouvons pas dire que le Cameroun n'est pas une démocratie. Même si, quand même, à l'observation, l'alternance n'existe pas dans ce pays depuis plus près de 3 décennies. Oui, prendre comme ça de haut le problème de la démocratie et le problème de la gestion politique, il serait trop facile parce que c'est mélanger un vaste débat, un très large débat, parce que il faudrait un peu séquencer
ce qui est démocratie et gestion politique. Vous l'avez dit, large débat, vaste débat. Ça nous rappelle ce que disait monsieur Paul Biya il y a quelques années en arrière. De toutes les façons, dans quelques minutes, en fait, on va vous retrouver pour en débattre. Amis auditeurs, on vous retrouve dans quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue. Vous remercier d'être des nôtres ce soir. Notre réalisateur qui est Sernan Nessi Boulokwe va nous permettre donc de souffler avec cette brève ponctuation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Un petit tour sur le continent où les négociations destinées à mettre enfin à une année de crise politique au Burundi ont pris fin ce mardi à Arusha en Tanzanie. Le facilitateur, l'ancien président Benjamin Mkapa, a salué un haut degré de civilité, de patriotisme et un grand désir d'appropriation du dialogue de la part des participants au pourparlers. Il s'est dit prêt à rencontrer au cours des 2 prochaines semaines les protagonistes absents de la session de relance du dialogue interburundais. Une plateforme de l'opposition, le CNARED, avait appelé à boycotter les pourparlers de paix d'Arusha. Monsieur Nkapa a également promis de consulter le médiateur principal dans cette crise, le président ougandais Yoweri Museveni, afin de déterminer la voie à suivre. On annonçait donc en titre, les Comoriens continuent aujourd'hui d'être poursuivis, chassés par les Mahorais depuis quelques semaines. Les biens sont confisqués, les populations sont chassées, même celles qui sont installés régulièrement. On s'interroge pourquoi ces violences et même parfois sous le regard, on va dire malheureusement passif des autorités locales. Et pour en parler ce soir, nous avons une invitée qui est depuis la capitale phocéenne, c'est depuis Marseille. Sarah Swali, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très merci. Elle est championne du monde de kickboxing, très jeune. Aujourd'hui, elle fait ses pas dans la politique, très connue dans la ville de Marseille. Et elle est mère Julot parmi les populations qui ont des origines aux Comores. Et elle aujourd'hui, elle pousse son cri
Sarah Souali, en pendant cette émission, on m'avait dit que c'est vie aujourd'hui, comment on fait mal au cœur. Oui. Au départ, on parlait des populations qui sont installées de manière irrégulière. Que se passe-t-il? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce département français de l'océan Indien qui est Mayotte, depuis le début de l'année, plus d'1 millier de Comoriens sont expulsés régulièrement de chez eux. Et les Mahorais, ces collectifs citoyens de Mahorais, détruisent par la suite leur habitation. Les opérations, en fait, elles se déroulent toujours de la même manière. D'abord, il y a un avertissement lancé par un collectif d'habitants. Puis, quelques jours plus tard, ce même collectif revient chasser les personnes, dites selon eux, étrangères qui n'ont pas suivi leur instruction. Donc, on fait face aujourd'hui à une situation désastreuse. Ces pratiques sont bien évidemment illégales. Et le traitement réservé aux enfants n'est ni admissible, ni conforme d'ailleurs aux principes de la Convention internationale des droits de l'homme que la France a par ailleurs ratifiée. J'aimerais comprendre, Sarah. Aujourd'hui, ce qui est fort inquiétant, c'est de constater quand même qu'il y a eu des communiqués plusieurs fois, plusieurs témoignages attestent que les populations, en fait, ceux-là qui sont les agresseurs, adressaient des courriers aux autorités locales avant d'agir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils lancent un avertissement. D'abord, il y a un collectif d'habitants qui n'est pas revendiqué d'aucun parti, mais c'est un collectif d'habitants. En fait, il lance d'abord un appel, un avertissement pour dire aux étrangers dits comoriens. Ils disent que c'est des étrangers, mais il faut rappeler que les derniers chiffres qu'on avait eus, c'est sur 740 personnes présentes sur le site devant l'office du tourisme de Mamoudzou, qui est la capitale de Mayotte. 480 sont de nationalité française, 150 en situation régulière, 70 en procédure de régularisation et seulement 40 personnes considérées comme clandestines. Donc, alors ces collectifs d'habitants sans faire de séparation pour eux, voilà, c'est tant que c'est des Comoriens, ben ils sont considérés comme étrangers et en situation clandestine. Ils vont les venir chez eux, vont les avertir, vont leur dire voilà, vous devez à telle date quitter cette habitation que vous louez régulièrement. Si vous le faites pas, ben on va revenir à cette date-là, généralement un dimanche, pour vous expulser, et c'est ce qui se passe. Ils expulsent sans ménagement ces Comoriens dits étrangers, qui pour la plupart sont français ou en situation régulière, et ceci se passe sous les yeux des forces de l'ordre, malheureusement, selon certains témoignages. Vous qui êtes très proche de ces populations aujourd'hui, parce que dans votre engagement politique également, vous travaillez beaucoup avec ces populations, qu'est-ce qu'on vous dit dans le fond? Qu'est-ce qui cause le malaise en fait? Ce qui cause le malaise, c'est d'abord un problème démographique à Mayotte. Il faut rappeler que Mayotte comptait lors de l'indépendance et de l'archipel des Comores et de Mayotte, qui s'est rattaché à la France. Mayotte comptait 45 000 habitants en 1974. Aujourd'hui, elle en compte plus de 200 000. En sachant que Mayotte représente 1/6 de la superficie de la Réunion, ce qui est vraiment énorme. Avoir 200 000 habitants sur une telle superficie, c'est énorme. Après, il faut savoir que la moitié des Mahorais vit avec moins de 348 € par mois. 82% de la population se trouve donc sous le seuil officiel de pauvreté, avec le coût de la vie le plus élevé de tous les territoires français. Le taux de chômage est très élevé, compté il y a quelque temps 20% de la population qui est au chômage. Et voilà, tout ça fait que on est dans une situation sociale extrêmement préoccupante. Voilà, quand on est dans une situation explosive, certaines personnes vont cultiver la peur de l'autre, la peur du migrant, en mettant la faute sur ces personnes et en mettant en avant le fait que ces personnes-là sont les causeurs de toute cette souffrance et de la délinquance ou autre en fait. Le dites-moi, le week-end dernier, il y a eu plusieurs manifestations, et qu'est-ce qu'il ressort? Quelle efficacité aura même en fait ces démarches, ces manifestations qui a eu le week-end dernier? Oui, nous, par exemple à Marseille, on s'est réunis le week-end dernier au Vieux-Port pour appeler le président de la République, François Hollande. On lui a demandé d'agir pour sauvegarder la dignité des gens.
sur beaucoup de domaines, on est arrivé au bout d'un système. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut une autre politique de co-développement. Et aujourd'hui, il est clairement, il est du devoir de l'État français de prendre toutes les initiatives nécessaires pour approcher Mayotte de ces îles sœurs de l'océan Indien. Je pense qu'aujourd'hui, nonobstant la question liée à la nationalité de ces personnes expulsées, il faut rappeler que ce sont des hommes et des femmes, et surtout des enfants, qui ont droit à la dignité humaine. Et en tant que garant des droits de l'homme, la France se doit de protéger tout le monde, et surtout dans son territoire, parce qu'il faut le rappeler que Mayotte est un département français, et même le 101e département français depuis 2011. Donc, en définitive, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été faites entre-temps pour venir en aide à ces populations qui se retrouvent sans abri? Pour l'instant, il y a des associations qui aident ces personnes délogées, associations qui parfois sont menacées, il faut le rappeler. Il y a déjà, heureusement qu'il y a des associations qui sont là pour aider les personnes délogées. Après, notre président français, Monsieur Hollande, se dit préoccupé de la situation, mais aujourd'hui, c'est bien de nous dire, de nous exprimer des sentiments, mais je pense qu'aujourd'hui il faut agir, et il est en capacité d'agir, et c'est le seul qui peut agir. Maintenant, je pense que la situation est très explosive. Il suffit que demain il y ait un mort, juste un mort, pour pouvoir déclencher une guerre civile, une guerre qui n'a pas de sens, dans le sens où franchement c'est vraiment une situation qui dépasse tout ce qu'on peut entendre. Il faut vraiment aujourd'hui reloger immédiatement toutes ces familles, arrêter ces opérations de délogement, et mettre en place des commissions pour essayer de réfléchir sur la situation et apporter demain des solutions pérennes. Et aussi, je pense que l'État comorien doit aussi prendre une part aussi de sa responsabilité et engager les discussions avec l'État français, parce que je pense aussi que si certaines personnes migrent à Mayotte, c'est parce que dans leur pays ils se sentent pas parfois reconnus. La santé, l'accès à la santé est parfois médiocre. L'accès à la scolarité est très difficile. Donc je pense que il faut travailler ensemble, il faut discuter ensemble, et sans une politique de discussion ça va au-delà en fait de l'État français. C'est vraiment aujourd'hui il faut qu'il y ait des discussions entre l'État comorien et l'État français, sinon la situation ne s'apaisera pas. Merci beaucoup Sarah Soleil pour toutes ces informations. On espère vous retrouver une autre fois. Merci. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Hauna dogo we Nisumbukuku we Chibu chibu we Jujuju we Elisana Michela Bakero Na DJ Amede Mora Sokolo Elisana Michela Jofoko Abila Imba Wamunga Sokolo Ski I singo ni follow Ski I singo ni follow Mimi fimbo ya makelele Mimi fimbo ya makelele Every day in the summer now, Fyongoro sifadili, Jujuju Fukunyuku Okumbaba bakerebe, Auna dogo Acho Isumukuku Foko yangu, Pili Leo na kesho itabaki kuwa kiboko ya hodi. Pili Leo na kesho itabaki kuwa
banjo sitaki mihito wa bojo komoro mitsami ganjo DJ mini Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Samedi prochain, le collectif L'Onde des Rosas organise sa deuxième édition des hommages aux tirailleurs sénégalais. C'est un événement conçu pour continuer un devoir de mémoire en faveur de ces hommes qui ont combattu pour la France pendant les 2 grandes guerres mondiales. Pour en parler ce soir, nous repartons dans la cité phocéenne. Retrouvez Mariam Abba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour comprendre, quel intérêt aujourd'hui à organiser une cérémonie de commémoration aux tirailleurs sénégalais? Pour quelle raison? Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on commémore également le 8 mai? Pour cette même raison, parce qu'ils ont participé à la guerre et pour nous, enfants issus de l'immigration, nous devons également commémorer tous les soldats qui ont combattu lors de cette guerre. Également la première, la deuxième, ils ont également combattu lors de la guerre d'Indochine aussi, ils ont également été présents. Donc nous, le collectif des Rosas, depuis 2 ans, nous leur rendons hommage à notre manière, petit soit-elle, mais nous souhaitons leur rendre manière cet hommage. Donc nous faisons ça le 28 mai à la salle Sénac à Marseille. Le collectif des Rosas, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le collectif des Rosas, c'est un rassemblement de femmes issues de l'immigration. Donc au sein de ce collectif, il n'y a que des femmes. Donc d'ailleurs, pourquoi seulement des femmes? On n'a dit rien du tout contre les hommes, mais entre femmes, on se comprend mieux, si on peut dire. Bien, on aura compris bien. Voilà. Non, en fait, c'est parce que pour le moment, c'est un rassemblement de femmes, mais nous sommes également ouvertes aux hommes, hein, mais pas en tant que membres, mais nous travaillons également avec des hommes. Nous avons créé le collectif des Roseaux également, une petite section hommes qui est en train de se monter difficilement, mais ça se crée. Bien, pour revenir donc au Rosas, donc vous dites que c'est pour rendre hommage à ces hommes qui ont versé de leur sang pour la France. Mais aujourd'hui, quel objectif poursuivez-vous? S'arrêter un jour et puis leur rendre hommage et puis par la suite, qu'est-ce qu'il y a au bout de tout cela? Alors tout simplement, on n'est pas dans la revendication, c'est pas du tout de la revendication, on est tout simplement dans l'hommage, le devoir de mémoire et de transmission. Transmettre quoi? Transmettre notre histoire, parce que comme vous le savez tous, l'histoire des tirailleurs n'est pas forcément étudiée dans les manuels français. Et donc nous, enfants issus de l'immigration, nous ne connaissons pas forcément notre histoire. Donc c'est également un moyen de transmettre cette histoire, raconter ce qui s'est passé. Bien, c'est très bien dit. Dans l'histoire de la France, dans le manuel d'histoire, généralement on n'en parle pas. Mais que faites-vous concrètement pour que cela puisse avoir une place dans les livres d'histoire? Alors, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, oui. Donc, malheureusement, je n'ai pas de pouvoir à ce niveau-là, mais j'ai quand même un pouvoir au niveau associatif, parce que les associations sont là pour véhiculer des messages. Donc, et également, c'est nous notre moyen de pouvoir véhiculer et promouvoir notre histoire. C'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui. Après, s'il y en a d'autres, pourquoi pas? Mais le moyen associatif est le meilleur moyen pour pouvoir véhiculer des idées. Bien, c'est vrai que vous n'avez pas le pouvoir de faire changer le programme scolaire, mais sur le plan local, vous êtes à Marseille, est-ce que les autorités locales expriment un intérêt pour ce que vous faites? Oui, parce que déjà, d'une part, nous aurons la présence effective de Patrick Menuchy, député. Nous aurons la présence de Madame Sabine Bernasconi, maire du 1-7. Et nous aurons également la présence de quelques consuls. Est-ce que dans la diaspora, outre en fait vous qui êtes membre de ce collectif, d'autres jeunes, d'autres personnes de la diaspora s'intéressent à ce que vous faites? Alors nous déjà au sein du collectif, nous sommes des femmes africaines, mais il n'y a pas que des Sénégalaises. Moi-même je suis sénégalaise, mais nous avons des Comoriennes, nous sommes ouvertes également à d'autres communautés. Donc nous ne sommes pas qu'entre nous, donc déjà le fait d'être un collectif où il y a plusieurs communautés, donc ça permet déjà de s'ouvrir vers les autres communautés, les autres diasporas. Donc ça commence par là pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Très bien. Donc, rendez-vous est donc pris pour samedi prochain, ce sera à quelle heure? Samedi 28 mai de 14h30 à 20h, il y aura une projection d'un documentaire sur l'adjudant Bourama Diémé. Nous aurons également la présence de sa fille qui va faire le déplacement depuis Nice pour venir témoigner. Une exposition sur la Force Noire, une conférence débat qui sera animée par un professeur. La Force Noire, excusez-moi de vous interrompre. La Force Noire, qu'est-ce que c'est? C'est une expo. Alors les tirailleurs sénégalais, on les appelait la Force Noire au moment de la guerre. C'était la Force Noire. Bien. Poursuivez donc par rapport au déroulé du programme. Après, il y aura donc quoi dans le programme?
ensuite, on aura un spectacle, un spectacle culturel qui va s'orienter sur deux axes, avec un défilé de mode africain par des hommes. Donc, vous voyez, on s'ouvre également aux hommes. Donc, chaque personne qui va défiler représentera un pays. Et nous aurons également un danseur malien, un danseur sénégalais et un danseur ivoirien. Ça se passera où précisément? Alors à Marseille, à la rue Sénac, 6 rue Sénac, dans le premier à Marseille. Pour ceux qui connaissent Marseille, c'est près de la Canebière, entre le métro Noailles et le métro Réformé. Est-ce que votre mouvement est ouvert à d'autres structures? Ça veut dire, est-ce que tout cela se fait qu'à Marseille? Parce que nous vivons à Lyon, par exemple, que ce soit à Lyon ou à Paris, apparemment, ça n'a pas une grande incidence. On n'en parle pas du tout. Eh ben, on n'en parle pas parce que déjà, nous sommes toutes marseillaises, donc on n'a pas encore d'antenne, nous n'avons pas encore créé d'antenne sur d'autres villes. Après, vous savez, le milieu associatif, c'est pas évident parce que nous sommes toutes bénévoles, donc chacun prend de son temps et de son argent parce que nous ne sommes pas subventionnés. Donc, pouvoir travailler à l'échelle nationale, c'est possible, mais quand on est structuré, qu'on a des moyens financiers. Bien. Donc, rendez-vous donc pris samedi prochain au 6-8 rue Sénac à Marseille pour donc commémorer le travail fait par les tirailleurs sénégalais. Merci Mariam Abba. Je vous en prie, merci de nous avoir octroyé la parole. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Faire comprendre aux jeunes que quand on vit dans un pays, il faut respecter la loi de ce pays-là. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Dans le cadre de notre débat radiophonique de ce soir, nous parlerons donc du Cameroun, faisons petit au Cameroun, ce pays qui est généralement présenté comme étant l'Afrique en miniature par sa grande diversité, que ce soit sur le plan culturel, le plan géographique et autres. Et nous intéressons donc à l'État unitaire. Le 20 mai dernier, c'était dans le 44e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire de ce pays. Mais cependant, l'impression, lorsqu'on arpente les villes, les grandes rues des principales villes de ce pays, on reconnaît très facilement les personnes qui sont habillées à l'effigie, donc avec les vêtements à l'effigie du parti au pouvoir, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et on s'interroge, sommes-nous toujours à l'époque du monopartisme ou alors le multipartisme a une autre forme dans ce pays? C'est le moment donc, l'occasion pour les agapes, l'occasion pour manger, boire à bouche, que veux-tu? Et du coup, on s'est donc approché de ceux qui représentent ce parti politique ici en France, notamment à Lyon. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Brian Zé. Bonsoir une fois de plus, Monsieur Zé Brian. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la sous-section RDPC de Lyon. C'est bien cela? Oui. Et donc, face à vous, elle n'est pas dans notre studio, mais elle est présente, elle est régulièrement avec nous pour nous éclairer. Il s'agit de Marianne Simon Ekane. Rebonsoir Marianne. Bonsoir. Depuis Lille. Donc, elle est membre du bureau politique du Manidem, entendu, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Donc, on commencera donc dans ce sujet avec Monsieur Zibrian. Vous êtes jeune et on s'interroge, quel courage vous avez eu pour intégrer, pour entrer au RDPC, sachant ce qu'on peut considérer quand même comme un lourd passif. Ça fait plus de 3 décennies qu'ils sont au pouvoir et il n'y a pas de réelle alternance. Bon, ça c'est vous qui le dites, parce que moi j'ai une autre considération, parce que jadis, vous savez, il y a à peu près 200 ans, chaque citoyen, qu'importe son origine, trouvait sa place dans un monde qui était le sien. Mais aujourd'hui, la politique nous démontre la dure réalité de l'humain, où les vices personnels, les ambitions destructrices et de certains dirigeants font en sorte que la politique devient quelque chose de craintif. Donc, moi, mon engagement personnellement en politique est basé sur les valeurs de justice et de l'égalité sociale. Cela existe au Cameroun aujourd'hui? Oui,
Dans votre parti politique, le RDPC, ça existe? Oui, ça existe. Ça existe. Parce qu'il faut partir très loin pour se retrouver. Dit comme ça, c'est très facile. Oui, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a cela? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, cela existe. Et on le vit très bien. Comment? Nous avons passé 30 ans de paix. Si nous regardons dans la sous-région... 30 ans de paix, mais est-ce que c'est le mérite du RDPC, par exemple? Ben, prenez l'exemple chez nos voisins. Lesquels? Les pays voisins, nos pays limitrophes. Le Gabon, par exemple? Le Gabon est en paix, par exemple. Oui, le Gabon, il est en paix. C'est un exemple. Bien entendu. Oui, bon, je sais, si on va prêcher par l'exemple qui confirme la règle, ce serait peut-être un exercice facile, mais non. Donc, ce que moi je voudrais ici affirmer, c'est que je considère la politique de sagesse et de démocratie, de transparence, de justice sociale, imprimée par son excellence Paul Biya. Nous y arrivons. Oui. Très bien. Monsieur Zé, c'est ça qui est très intéressant quand on écoute ceux qui sont dans ce parti politique. C'est l'homme qu'on met en avant, le culte, la personnalité. C'est un homme qui est plus de 80 ans quand même, oui, qui est au pouvoir. Et la jeune génération que vous représentez aujourd'hui semble accepter le fait que, voilà, qui sont toujours aux affaires. Je vous laisse 2 secondes et je me tourne vers Mariam Moekane. Quelle est votre réaction face au patriotisme assez particulier de monsieur Zébrian, qui est le secrétaire général de la sous-section RDPC des Lions? Oui, mais je l'ai écouté attentivement et franchement, il m'a fait vraiment rire. Vous lui avez posé la question de savoir si il faut mettre la paix au crédit de monsieur Biya. Il a dit oui. Alors, dans ce cas, si on a été 30 ans en paix, il faudrait donc attribuer Boko Haram au crédit de monsieur Biya aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et ne pas s'occuper de la ferme. Non, franchement, il faut être sérieux. Parce que quand il parle de justice, d'égalité, ça n'a aucun sens. Un pays qui se dit démocratique, avec 180 députés et 148 députés pour le parti au pouvoir, franchement, j'ai du mal à ne pas rire quand j'entends monsieur Zé parler. Écoutez, un pays qui a besoin de vivre, de booster son économie, doit avoir en face de lui des contradicteurs, donc une opposition solide, et une opposition qui amènera le parti au pouvoir à corriger ses tirs, à corriger ses plans, à corriger sa gestion du pays. Mariam Moekane, excusez-moi de vous couper. Ah, oui. Excusez-moi de vous couper. Je vous prends au mot et quand on parle d'opposition, ce qui est fort amusant, c'est que quand on regarde le Cameroun, ils sont très nombreux qui, à un moment, lorsqu'ils n'étaient pas aux affaires, étaient vraiment des opposants, avec leur discours assez rugueux, et quelques temps après, une fois qu'ils sont aux affaires, leur position change. Je prends par exemple monsieur Issa Chiroma, qui jadis avait un discours assez virulent vis-à-vis de celui qui aujourd'hui, voilà, il chante des louanges à monsieur Biya. L'opposition camerounaise est-elle une opposition alimentaire, Mariam Moekane? Bon, vous me posez une question fondamentale et je vais vous répondre comme j'ai l'habitude de faire avec toute la sincérité. Allez-y. Vous savez, monsieur Chiroma, que ce soit monsieur Chiroma ou tous les autres partis qui sont satellitaires du RDPC, posez-vous la question, ils viennent d'où? Tous ces gens-là viennent de l'UNC et plus avant de l'UC. L'UNC, c'est qui l'Union nationale camerounaise du Cameroun, c'est ça? Il y avait d'abord l'Union camerounaise, ensuite il y a eu l'Union nationale camerounaise qui a mué en RDPC. Tous ces gens-là, ce sont des déchus du RDPC, pas des déçus, des déchus, des gens qui n'ont pas été promus et qui se sont mis à côté dans l'antichambre du RDPC. Au Cameroun, il n'y a que 2 camps. Il n'y a que 2 camps au Cameroun. Le camp du système néocolonial, c'est-à-dire un système qui est antagonique avec les intérêts propres des Camerounais, et l'autre camp qui est le système qui s'occupe des intérêts du Cameroun, c'est-à-dire les réformateurs, le côté révolutionnaire. Tous les autres ne sont que ceux qui font de la politique de pousse-toi de là, que je m'y mette. Ils sont à vouloir le départ, encore, s'ils le veulent, le départ de Biya. Nous, de l'autre côté, c'est pas ce qu'on demande. Le Cameroun a 2 problèmes. Un problème fondamental qui est le système néocolonial au Cameroun,
qui met la population camerounaise complètement en dehors du système, et le problème principal qui est le gouvernement et le pouvoir de Biya. C'est les deux problèmes. L'un ne va pas sans l'autre. Se séparer de Biya et avoir un autre Biya qui va continuer le même système néocolonial, c'est changer de chaussures. Marianne Kané, donc, vu comme cela, de quel côté vous vous trouvez donc? Manidem se trouve où? Évidemment, le Manidem est issu de la famille upéciste, donc de l'Union des populations camerounaises, des nationalistes. Nous sommes un parti, c'est nous qui avons fait ce Cameroun, qui aujourd'hui, on l'a complètement mis à terre. On oublie que les nationalistes ont été, c'est eux qui ont demandé l'indépendance du Cameroun. Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui étaient contre ce pouvoir. La preuve, nous avons le problème de Sama Blaise, qui parle de reconnaître nos héros, et ce gouvernement est incapable de reconnaître les héros camerounais qui sont Oumyobé, Ernest Wandi, Félix Mounier. Bien, j'entends ce que vous dites, et vu comme cela, d'aucuns pourraient aussi vous dire que vous parlez ainsi parce que vous n'êtes pas aux affaires, et que peut-être demain, si vous étiez aux affaires, vous changerez le discours. Je vous réponds, nous n'avons jamais été ni de l'Union camerounaise, ni de l'UNC, ni du RDPC. Tous ceux qui changent, qui n'ont pas d'idéologie propre, c'est ceux qui étaient les amis, qui étaient avec l'UNC, l'Union camerounaise et le RDPC. Marianne Kané, on va prendre une réaction de monsieur Zébrian. Oui, je suis désolé parce que c'est la plupart de la problématique des Camerounais et des jeunes Camerounais. Il faudrait d'abord connaître l'histoire de son pays avant de parler de la politique et de la gouvernance de ce pays. Je pense que 20 ans après les indépendances, soi-disant indépendances que nous avons eues, nous n'avons pas eu le temps. Nous n'avons pas eu le temps de bâtir des bases structurelles pour un développement. Nous nous sommes retrouvés impliqués directement dans une crise économique internationale qui a plombé et englouti tous nos espoirs de développement. Donc, le problème de fond, je suis désolé, le problème de fond, c'est qu'il faudrait que les gens se posent la vraie question. Laquelle? Allez-y. D'aller chercher les sources de ce qui a englouti nos espoirs de développement et qui a banalisé notre économie, où les gens se comportent. Voilà. Nous étions sous le joug et sous la tutelle. Nous étions sous la tutelle et sous le joug de l'impérialisme. Ça, vous êtes sans doute censé le connaître. Mais monsieur Zé, excuse-moi, je vois partir, je vois foncer, mais le problème aujourd'hui, c'est un problème d'hommes, humains. Oui. Lorsqu'on regarde le Cameroun, on voit des hommes qui sont au pouvoir. Oui. Lorsqu'on regarde les prisons du Cameroun aujourd'hui, elles sont peuplées par des hommes qui ont dirigé autour de monsieur Biya, et généralement sont issus de cette même mouvement présidentiel. Voilà. Et donc, la question c'est, est-ce que le Cameroun est pris en otage par le système RDPC, qui est là depuis des décennies? Je vous retourne la question. Qu'est-ce qui a ramené la démocratie au Cameroun? C'est bien monsieur Biya. Ah, ça veut dire qu'en fait, alors, justement, les symboles de la démocratie qui sont en question, à savoir, donc, l'alternance politique, par exemple, le multipartisme réel, parce que j'ai bien dit que, à l'observation, les opposants camerounais, ils sont opposants tant qu'ils ne sont pas aux affaires. Mais une fois aux affaires, ils changent de veste. Et donc, du coup, c'est une opposition, on va le dire comme ça, alimentaire. Oui. Et c'est au RDPC qui doit porter la veste de tous ses contours. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une prise en otage de l'appareil de l'État camerounais par ceux qui sont du RDPC et ceux qui sont, comme le dit Madame Ekané, des partis satellitaires. Mais nous, on a vu une vraie opposition. Dans les années 91, les gens sont descendus dans la rue en masse. Ils ont réclamé une conférence nationale. Qui a eu, et par la suite, il y a eu quoi? Alors, c'est à vous que je retourne la question. Mais justement, le constat nous garantissons la stabilité, nous garantissons la paix, nous garantissons notre émergence. Et nous étions, depuis les années 84-87, considérés comme pays très pauvres, très endettés. C'est rien qu'en 2006 que le Fonds monétaire international nous a permis d'assumer notre souveraineté. Nous n'étions pas, nous avons une pseudo-souveraineté, mais que nous n'exerçons pas. J'apprécie très bien quand vous parlez de pseudo-souveraineté, parce que c'est un des points sur lesquels on va se retrouver. Mais la question, juste la question des hommes qui dirigent ce pays, on a le sentiment que c'est une oligarchie. Ce sont les mêmes qui sont là depuis des décennies, ils appartiennent aux mêmes partis politiques. Non, c'est une façon de voir des choses assez erronée, et je suis désolé, parce que depuis l'avènement du renouveau, il y a eu combien de remaniements, il y a eu combien de gouvernements? Oui.
Oui. Vous pouvez imaginer on peut en citer plusieurs. Voilà. Et ce qu'on a dit plus tôt se vérifie. C'est-à-dire que tant qu'ils sont dans l'opposition, oui, ils ont un discours assez virulent. C'est qu'ils dénoncent quand ils sont dans l'opposition. Une fois qu'ils sont aux affaires, le discours est complètement... C'est un retournement de veste. Et du coup, on se dit donc, en fait, ce pays est pris en otage. J'insiste. Oui, moi, je ne peux pas m'inscrire en redresseur de tort. Je ne suis pas là pour justifier de qui a fait quoi, qui fait quoi. Non. Je suis là pour apporter ma modeste contribution à la construction de l'édifice national. Donc, vous savez, en 1992, le président Paul Biya était allé à Douala. Oui, le fameux slogan « Me voici donc à Douala ». On lui avait demandé, voilà, il y a des gens qui détournent des fonds, il y a des commis de l'État qui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, apportez-moi des preuves. Aujourd'hui, à ce jour, c'est le seul pays au monde où plus de 40 commis de l'État, des hauts fonctionnaires, des cadres de la République se retrouvent incarcérés. Donc... Alors, je peux répondre? On va laisser réagir Marraine Kane sur la question. Oui. Allez-y, Marraine Kane. Oui, je vais répondre parce que d'abord, je vais dire à M. Zé qu'en 84, le multipartisme est arrivé au Cameroun, pas à cause de Biya. Le président Biya a été poussé dans ses retranchements. Vous savez que le RDPC a défilé contre le multipartisme. Il a été contraint et forcé par la force du peuple. Alors quand monsieur me dit, il y a au moins, c'est le seul pays où il y a plus de 60% de hauts commis de l'État en prison. Ça pose un problème. À quel niveau? Au niveau que c'est hauts commis de l'État, c'est bien monsieur Biya qui les a nommés. Il a la responsabilité d'avoir nommé des gens qui ont pillé le Cameroun. Ce n'est même pas à mettre à son crédit, il doit le cacher. D'avoir tout un gouvernement, au moins 60 commis hauts commis de l'État en prison, c'est une honte. Monsieur n'a même pas à dire ça. Alors, pour aller dans votre sens, Maïs Moekane, on dirait que c'est un mauvais recruteur. De sources sûres, il y a près de 3 anciens secrétaires généraux de la présidence de la République du Cameroun qui ont été incarcérés si que Monsieur Biya. La responsabilité. Donc Monsieur Zé, Marraine Kane, excusez-moi de vous couper. Alors Monsieur Zé, vous êtes jeune. Oui. Et aujourd'hui, on vous voit avancer, rentrer dans un parti politique qui est celui-là. Oui. Il n'y a pas mieux? Non, il y a en termes de politique. Je dirais pas qu'il y ait mieux parce que compte tenu de 30 ans d'expérience de politique que le renouveau nous a fait vivre, il serait incompatible avec la raison de pouvoir adhérer à un parti quelconque quand on sait combien de partis sont nés, combien ont disparu. Quand on regarde combien d'hommes politiques qui étaient de l'opposition qui se retrouvent aujourd'hui dans le RDPC. Le RDPC, c'est le parti du moment, c'est le parti de l'émergence, c'est le parti du point d'achèvement. Parti du moment, parti de l'émergence, et c'est là où je vous prends au mot, Monsieur Zé, à Lyon, le 20 mai dernier, il me souvient d'avoir reçu un simple SMS, celui qui est le président de la sous-section RDPC de Lyon, oui. Et pour nous souhaiter une bonne fête, sans plus. En d'autres termes, en fait, la ville RDPC à Lyon ne sert à rien du tout. À quoi ça sert d'avoir ce parti-là ici, s'il faut envoyer un SMS lors d'un événement comme celui-là? L'événement de la fête de l'unité nationale n'est pas l'apanage du RDPC. C'est la fête de tous les Camerounais. Donc, oui. Je ne sais pas de quel parti, de quelle alliance politique. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Oui, mais pouvoir ne veut pas dire s'approprier un événement national. Alors, pour comprendre nous n'avons interdit à personne, le RDPC n'exclut personne de manifester cet instant de joie, mais de commémorer la fête nationale. Alors, le constat est fait. Ce pays est pris en otage. Pris en otage par qui? Le pays est pris en otage. Par qui? J'aimerais savoir. Par M. Paul Biya et c'est maître de l'Occident. M. Paul Biya n'est qu'un faire-valoir. Durant cette fête de l'unité, d'abord on parle de quelle unité? De quelle unité? Les gens ne sont unis que dans la misère. En face, ceux-là sont unis dans leur partage du gâteau. Bien, Marraine Kane, au fait de dire qu'effectivement ils sont unis dans la misère, c'est vrai qu'il y a une misère en pente quand même au Cameroun. En somme, oui, en somme, l'on observe une très grande amertume doublée d'une multitude justifiée dans le monde actuel où nous vivons. Là, c'est dans le monde, au Cameroun quand même. Et puis, c'est pas seulement le Cameroun. Parce que c'est un peu comme qui dirait, quand il arrive quelque chose à votre voisin, méfiez-vous, parce que ça peut venir chez vous.
Donc, si on se limite, si on est nombriliste et qu'on parle que du Cameroun, on a tout faux. Mais ce soir, on parle. Nous avons pris, la semaine dernière, on parlait de, voilà, nous étions au Sénégal. 2 semaines avant, nous étions au Tchad. Et effectivement, nous restons en Afrique et on s'intéresse au Cameroun ce soir parce qu'effectivement, on a toujours besoin d'une date comme celle de vendredi dernier, le 20 mai, pour s'intéresser à un pays. Et pour le cas du Cameroun, le constat est simple. Oui. C'est que il n'y a pas de réelle alternance. Ce mot-là a du sens. Il n'y a pas d'alternance politique au Cameroun. Monsieur Biya est depuis plus de 30 ans? Monsieur Biya est allé au Nigeria. Madame Ekane, un instant, Madame Ekane. Allez-y, Monsieur Zé. Je vous expliquais tout à l'heure que le président Paul Biya, qui est le garant du renouveau, nous a permis d'avoir la stabilité, la démocratie. Il nous a fait sortir du joug des pays très pauvres, très endettés, nous a fait sortir du joug de la tutelle occidentale et à protéger nos richesses. À votre avis, le Cameroun est un pays réellement indépendant? Nous commençons à devenir indépendants parce qu'à partir de maintenant, nous assumons notre souveraineté. Mais le Cameroun est sous la zone du franc CFA, par exemple. Oui, justement, ça c'est un préalable à la liberté. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, la France, pour le dire, pour de vrai, partage avec nous 50% de notre production de richesse. Mais qu'est-ce que le Cameroun fait aujourd'hui pour sortir du franc CFA, par exemple? Oui, nous avons immobilisé tout notre or à la BEAC. Elle n'est plus stockée en Belgique. Donc, nous sommes en train de vouloir constituer notre propre monnaie. Donc, il faut s'instruire, il faut s'informer, il faut avoir des bonnes sources. D'où la question. Oui, il faut avoir des bonnes sources pour pouvoir savoir où on va. Il ne faut pas se jeter le souk sur une personne. Nous étions embrigadés. Nous n'étions pas libres. Et ça, il faut le reconnaître. Marraine Ekane, alors vous voulez réagir, allez-y. Par rapport à ce que dit M. Zé. Il faut dire à ce monsieur que... Il est là, il vous entend. Ce sont les plans d'ajustement structurel qui ont plombé ce pays. Et ce sont les AP aujourd'hui qui vont plomber encore ce Cameroun. Comment voulez-vous qu'on signe ce genre de... Allez-y, Marraine Ekane. Comment voulez-vous qu'on signe ce genre de traité de libre-échange avec un pays qui ne produit rien? Qu'est-ce qu'on va échanger avec l'extérieur? Qu'est-ce qu'on va échanger avec l'Europe? La banane? Il n'y a pas d'industrie au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va produire? Nos supermarchés sont bourrés de produits finis venant de l'extérieur, de basse qualité. Qu'est-ce qu'on produit au Cameroun? Marraine Ekane, s'il vous plaît, comme cette question est très large, ce soir on s'intéresse pour le cas de l'alternance politique, on s'intéresse à la vie même de la politique du Cameroun, au niveau de la diaspora. Vous êtes dans la diaspora comme M. Zé aujourd'hui, et sur le plan pratique. Oui. Je vais répondre, vous savez, tout jeune, un jeune qui a fini ses études, qui aspire à trouver du travail au Cameroun, n'a qu'une seule issue. C'est de rentrer au RDPC. C'est ça, parce qu'ils ont compris. Parce que on ne peut évoluer qu'en étant membre de ce parti. Tous les moyens de l'État. Marraine Ekane, vous dites clairement que... Les directeurs généraux. Oui, alors, Marraine Ekane, s'il vous plaît, je prends au mot. S'il vous plaît, vous êtes en train de dire à M. Zé que, jeune comme il est, il n'avait pas d'autre issue que de rentrer dans le RDPC. C'est bien cela? Quand on manque d'idéologie, pour des besoins bassement matériels au Cameroun, c'est ce que le RDPC donne aux jeunes comme alternative. Bien, Brianzé. Que cette alternative-là. Oui, il va répondre, madame je suis désolé parce que quand on est conscient de l'immense potentiel de nos richesses, quand on est conscient de l'immense potentiel humain que regorge notre pays, il serait vraiment regrettable qu'on nous ramène juste à des bassesses d'insuffisance, parce que le Camerounais, c'est pas seulement ça. Le problème, le véritable problème... Marraine Ekane, s'il vous plaît, alors comme le temps que nous est parti arrive inexorablement vers la fin, il nous reste à peine 2 minutes. En une petite phrase, je pose la question à Marraine Ekane, à votre avis, pensez-vous que le Cameroun est prêt de sortir de l'engrenage dans lequel se trouve aujourd'hui? Tout dépend du peuple camerounais. Que faudrait-il faire? Ça veut dire aucune dictature n'est tombée sans le concours du peuple. C'est nous, c'est les masses. Que faut-il faire concrètement, Marraine Ekane, à votre avis? Il faut éduquer les masses. Et comment? Il faut éduquer les masses. Vous savez, une semaine avant, monsieur Campaoré, qui a dû fuir comme un rat, parlait comme monsieur
parle en ce moment. Que faut-il faire Donc, concrètement, le peuple, Marianne Ekane, s'il vous plaît? En une qu'est-ce qu'il phrase. faut faire concrètement? Oui. Il faut éduquer les masses. Bien. Il faut leur dire absolument que tout dépend d'eux. Bien, C'est Marianne Ekane. C'est le peuple qui détient la main. Merci Pas le beaucoup, pouvoir. Marianne. Malheureusement, le temps qui n'est pas arrivé à son terme. Merci beaucoup. On l'aura compris qu'il faut éduquer les masses, il faut éduquer les peuples. Monsieur Zé, en une phrase, que faire pour que demain, on n'ait pas un homme de 80 ans alors qu'un homme jeune comme vous, De 84 ans. plus de 80 ans, autant pour moi, donc voilà, un homme jeune comme vous devrait être aux affaires. Que faut-il faire? Oui, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord d'avoir du respect pour ceux qui ont dirigé notre pays Bien. jusqu'à l'heure actuelle, Oui. dans la stabilité, Oui. qui nous ont amenés vers à être un pays émergent, Oui. qui nous amène vers une voie qui est l'achèvement. Ça veut dire que là, nous sommes un pays qui peut exercer sa De manière souveraineté. pratique, alors, De qu'est-ce qu'il manière faut faire? pratique, Oui. il faut que le peuple, comme le disait Marianne, mais pas dans le même sens, Oui. soit éduqué. Que les gens s'informent sur la réalité historique de Il leur faut pays. éduquer les peuples. Et- Monsieur Brianzé, Oui. on vous rappellera une prochaine fois pour prolonger ce discours. Le temps qui nous est passé arrive à son terme. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Je vous en prie, c'est moi Merci qui vous également à remercie. Marianne Simon Ekane qui est depuis Lille, Merci, qui est merci. membre du bureau politique du Manidem. Monsieur Brianzé, lui, est, Chargé de affaires à l'extérieur. bien entendu, Brianzé est le secrétaire général de la sous-section RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, depuis plus de 30 ans. Enchanté. Au plaisir de vous retrouver mardi prochain, amis auditeurs. À la technique, à la réalisation, c'est Sénan Etsiboulouko qui nous a permis de nous entendre dans vos délicates oreilles. Je suis votre humble serviteur, Juvenal Noël. Merci de votre écoute. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance.